Il y a l'eau douce qui rencontre le sel au milieu du fleuve. Il y a le vent qui donne naissance aux vagues et qui chuchote les clés manquantes pour comprendre les silences. Il y a l'océan qui nettoie et qui guérit les blessures héritées du passé. En janvier 2020, je pose pied en Martinique. Tout de suite, c'est le vent chaud qui me saisit. Je pense à Marguerite, à son voyage sur les eaux. Après avoir fouillé les archives au Québec, je suis déterminée à trouver des indices sur ce qui lui est arrivé. Mais ce que je trouve, ce sont plutôt des traces de ce qui lie le Québec à la Martinique. There was a small-scale, pretty steady trade in enslaved captives that would come from South America, from present-day Venezuela. Eventually, there was a legal dispute that was based in the French slave trading companies. So there's a Compagnie de Senegal, and then various versions of its successors. They argued that this indigenous slave trade coming to Martinique was a violation of their monopoly. They said that they were the only ones that had the right to trade slaves. And so by the early 18th century, it's technically illegal to have enslaved native people in Martinique. But then when Canadians start to go back and forth more between Canada and Martinique, and there develops a small but important trade in things like, peas and other food items, pork, candles, things like that would come from New France to Martinique. Enslaved people became part of that trade. And by the time you get to Marguerite's experience in 1740, that's the beginning of what is at least several hundred and probably several thousand enslaved people that were sent from Quebec to Martinique, and they were all First Nations people. They were all indigenous captives who had been, who had come through the colony of New France and then were shipped from Quebec to Martinique and Guadeloupe. Most of it happened kind of quietly because technically it was illegal. So it never became especially lucrative, but I think they had the idea that it could have become that way. En Martinique, plusieurs noms de rues et murales célèbrent la mémoire d'Aimé Césaire et de Frantz Fanon. Leur héritage intellectuel est visible partout, et il inspire toujours le champ d'études sur la décolonisation. L'historien Gilbert Pagot s'inscrit dans la même lignée de penseurs. Spécialiste d'histoire de la Caraïbe, il a également écrit sur l'histoire des femmes en Martinique et en Guadeloupe. Comme au Québec et dans le reste des Amériques, l'esclavage dans les Caraïbes a d'abord visé les populations autochtones. Sur l'île de la Martinique, il s'agit du peuple Kalinago. Lorsque les Français décident d'occuper la Martinique et les îles d'à côté, il y a à peu près en Martinique, en 1635, il y a à peu près 2000 Kalinago qui vivent là. Et les Français qui ont débarqué sont 200. Et puis, ces premiers colons qui sont arrivés, ils étaient bien reçus par les Kalinago. Pourquoi? Parce que les Kalinago détestaient les Espagnols. Parce que les Espagnols, eux, essayaient de mettre en esclavage les Kalinago. Et les Kalinago s'opposaient. Et les Français, par conséquent, étant les ennemis des Espagnols, les Kalinago aimaient bien les Français. Et eux, installés, ils se mettent à cultiver le tabac. Ils appelaient ça le pétain.
Et puis au bout de quelques années, le pétain est entré en faillite en Europe. Ce qui fait qu'ici, ils décident de changer de culture et on passe à la canne à sucre. Et c'est parce qu'on passe à la canne à sucre qu'on a besoin d'une main-d'œuvre. On ne peut pas prendre les Kalinegos parce qu'ils ne sont pas habitués à faire ce genre de culture. Il faut d'autres cultures. Donc on fait venir des Noirs africains, en petit nombre au début, mais lorsqu'on arrive à 1685, les esclaves sont déjà au nombre de 12 000 et les Blancs sont au nombre de 5 000. Donc les esclaves sont déjà beaucoup plus nombreux. Et donc, en 1685, 50 ans après l'installation, on met en place ce fameux document qu'on appelle le Code noir. Le Québec s'inspira du Code noir pour légiférer son propre système esclavagiste. En 1709, l'intendant Rodeau légalise l'esclavage en Nouvelle-France, reconnaissant ainsi qu'il est déjà pratique courante sur le territoire. Entre colonisation et esclavage, l'histoire est complexe pour nombre de Martiniquaises et de Martiniquais. Leurs ancêtres ont été arrachés de leurs terres ancestrales d'Afrique pour être asservis sur des territoires dont les premiers peuples ont été eux-mêmes anéantis. Lorsque les Français ont décidé d'en finir avec les autochtones, ça a été vraiment une chasse à l'homme terrible. Et à un moment donné, donc, les autochtones se sont retrouvés à un espace qu'on appelle le tombeau des Caraïbes, et dans lequel ils se sont, ils se sont sacrifiés en disant « nous ne nous rendrons pas aux Français, nous préférons mourir tous en groupe », et ils ont sauté du haut d'une falaise, et ils sont tous morts en bas. Donc ça a été vraiment une extermination totale, qui fait qu'aujourd'hui, la trace des Kalinagos, il en reste très peu. Il y a peu de Martiniquais qui peuvent se dire qu'ils ont des ancêtres Kalinagos, qui peuvent se retrouver là-dedans, à travers l'histoire de Marguerite. Je pouvais faire le lien entre les autochtones du Canada, les Kalinagos ici dans la Caraïbe, et les Noirs esclaves, aussi bien aux Antilles, beaucoup plus nombreux naturellement, et les Noirs esclaves aussi donc au Québec. Serge Billet est lui aussi parti sur les traces de Marguerite. Journaliste et écrivain habitant en Martinique, il a écrit plusieurs livres sur des personnages noirs méconnus de l'histoire. C'est en préparant son roman sur Mathieu Léveillé, un esclave martiniquais déporté à Montréal, qu'il est tombé sur l'histoire de Marguerite. Mathieu Léveillé, c'est le bourreau de Montréal. C'est lui qui a exécuté Marie-Joseph Angélique. Aurait-il parlé à Marguerite des conditions de l'esclavage en Martinique? Les recherches de Serge au sujet de Marguerite s'effectuent parallèlement aux miennes, sans que nous en soyons conscients. On aurait pu se croiser aux archives à Québec ou à Fort-de-France. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, on ne s'est jamais vu, mais on a l'impression qu'on est, on est proches. C'était pareil avec Marguerite. Je me suis dit, mais j'avais l'impression que c'était une histoire qui me parlait. Parce que cette femme me parle à moi. Et elle me dit des choses. C'était important pour moi de pouvoir raconter cette histoire. Et puis dire aux gens d'ici, l'histoire des Autochtones du Québec, c'est notre histoire aussi. Et nous devons nous interpénétrer de ces histoires-là parce que c'est une chance, quelquefois, de mêler ensemble nos souffrances pour pouvoir être plus forts. Voilà, donc Marguerite me dit tout ça, que ce que j'ai retrouvé comme force chez les esclaves, les anciens esclaves aux Antilles et plus largement dans la diaspora, j'ai retrouvé cette même force chez les Autochtones et surtout à travers elles. Aux archives à Fort-de-France, je trouve des correspondances de Marc-Antoine Huard d'Ormicourt adressées au roi. Il se plaint du climat rugueux au Québec et plaide pour ne pas y retourner. Mais je ne trouve aucune information sur ses propriétés ou sur l'existence d'une de ses plantations.
Ça aurait pourtant été une piste pour retrouver une trace de Marguerite. Émettre des hypothèses, c'est une chose, mais après aussi, il faut déconstruire un certain nombre de choses. Quand, par exemple, lors du procès, ou je ne sais plus à quel moment, Dormicourt, il est dit, que Dormicourt a des terres en Martinique et des plantations en Martinique et qu'il a des esclaves. Quand vous fouillez dans ce qu'on appelle le terrier, qui est le document qui sert à identifier tous les propriétaires de l'habitation à la Martinique, Dormicourt n'en fait pas partie. Donc il se peut aussi qu'à un moment donné, pendant le procès, Dormicourt a menti, en disant, ou bien que quelqu'un a menti en disant que Dormicourt a été propriétaire d'esclaves à la Martinique et qu'il avait donc des terres, ce qui n'était pas le cas. Tous ces personnages, que ce soit Marguerite, que ce soit Mathieu Léveillé, que ce soit d'autres, qui ont souffert d'une façon ou d'une autre, mais qui ont montré un courage extrême, je pense qu'ils ne sont pas morts pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien parce que nous avons quelque part repris le flambeau. Il y a des récits qui se miroitent et qui permettent de mieux comprendre sa propre destinée. Il y a des traces à jamais perdues et d'autres qui se révèlent comme des bulles d'air qui remontent à la surface. Il y a l'eau qui nous traverse et dont nous sommes toutes et tous faits. Chez les Anishinabeg, les femmes ont de nombreuses responsabilités par rapport à l'eau. L'eau est porteuse de mémoire, il faut en prendre soin. C'est une connexion sacrée, une relation basée sur la réciprocité. L'eau joue un rôle important dans toutes nos cérémonies de guérison. Du Mississippi jusqu'en Martinique, le déplacement forcé de Marguerite s'est effectué par l'eau. Je me demande si l'eau a été une source d'apaisement et de force pour elle. Allait-elle parfois se recueillir au bord du fleuve pour régénérer son esprit? L'eau, c'est l'océan sur lequel beaucoup d'ancêtres africains sont arrivés, enfin d'où les ancêtres africains sont arrivés. Donc l'eau est vécue de manière un peu spéciale. Dans certains coins de la Martinique, on tourne le dos à la mer complètement. L'eau est vécue très différemment parce que justement, c'est par le biais de l'eau que les colons sont arrivés, c'est par le biais de l'eau que les malheurs se sont abattus sur la Martinique. Dominique Cyril est une ethnomusicologue martiniquaise, spécialiste des musiques et des danses afro-caribéennes. Au moment de notre conversation, elle prépare une exposition sur le bélé, une importante pratique culturelle en Martinique. À la fois danse, chant, tambour et événement, Dominique m'explique que le bélé est l'héritage le plus évident des ancêtres africains et qu'il permet de remonter jusqu'à des origines congolaises. C'est vrai que pour beaucoup de monde, quand on commence à rechercher ses origines, on va dans les documents d'archives et pour une grande majorité de Martiniquais, la partie africaine de notre héritage s'arrête. On ne peut pas remonter au-delà de 1830, 1820. Parce que les ancêtres africains ne faisaient pas partie de ceux qui étaient recensés précisément parce qu'ils ne comptaient pas. Ils ne comptaient pas comme êtres humains. Pour la partie africaine de nos ancêtres, on ne sait pas. Mais c'est là où les musiques et les danses jouent un rôle absolument intéressant. On ne peut pas retrouver dans l'immense majorité des cas les parents précis qui étaient en Afrique, mais on sait que l'ancêtre africain a probablement vécu dans cette région et qu'il a probablement connu tel type de musique, pratiqué tel type de musique ou de danse, etc., qui aujourd'hui donc laissent des traces dans le bélé. En fait, ce sont des musiques qui ont aidé les Martiniquais à se reconstruire, à se dire déjà humains à une époque où on leur niait l'humanité, tout simplement. Sachant que la Martinique est constituée aujourd'hui d'individus dont les ancêtres ont été transplantés, c'est vraiment très important.
moi, en tant que Martiniquaise, je dis que c'est véritablement à travers la musique et la danse chez nous que l'on peut justement honorer ses ancêtres. Honorer leur mémoire et puis les accompagner, en fait. Honorer la mémoire de Marguerite. C'est plutôt devenu ça ma quête. Davantage que de savoir ce qui lui est arrivé une fois son procès perdu. Je dois me résigner au fait que je n'accéderai jamais à son histoire complète. À la Martinique, par exemple, on sait, et pratiquement partout où on va, il y a certainement, on marche certainement sur la sépulture d'un esclave, d'une personne qui a été jetée là et qui a été au terme de souffrances atroces. Et donc pour tout ça, il faut vraiment, je crois, offrir quelque chose pour que nos ancêtres aillent en paix. On ne pourra plus jamais leur rendre ce qui leur a été volé, mais au moins que l'on sache que ces femmes et ces hommes aussi ont existé, mais que finalement, aujourd'hui, on est encore là, qu'on ne les a pas oubliés. Merci. On ne sait pas où se trouvent les ossements de Marguerite. Est-ce qu'ils sont enterrés quelque part sur l'île? Ou est-ce qu'ils gisent au fond de l'eau? Chose certaine, les protocoles de sépulture propres aux origines de Marguerite n'ont pas été respectés. Annick Sioui est une psychologue Wendat spécialisée en trauma intergénérationnel et en violence familiale et sexuelle. Elle me parle de l'importance des rites funèbres. Tu sais, je pense au peuple Wendat. Nous, les ossements, pour nous, c'était, et c'est encore extrêmement important, dans les os se trouve une âme. On avait comme un principe où on attribuait 2 âmes à l'être humain. L'âme qui donne la vie, puis c'est celle qui est dans les os. Puis l'âme qui donne la personnalité, puis la couleur spéciale de la personne. Puis nos cimetières, c'était extrêmement important. C'était s'il y avait un feu, un incendie, ce qui arrivait souvent quand même, assez souvent dans les maisons longues, ben, on courait au cimetière pour protéger le cimetière avant de protéger le village. Ça montre à quel point on vénérait nos ancêtres. Puis on faisait aussi une cérémonie de la grande fête des morts qui était de déterrer les ossements de nos ancêtres. C'était probablement la fête ou la cérémonie la plus importante qu'on avait dans toute l'année. Là. Mm-hmm. Donc ça montre à quel point si les os et l'âme des os ne sont pas honorés, ne sont pas respectés, ne sont pas en paix, ben, il y avait un désordre dans l'univers. Puis il fallait s'assurer que ça n'arrive pas ou de le rétablir. C'est important d'apaiser ou de prendre soin de nos ancêtres, de prendre soin de rétablir un ordre des choses, d'honorer nos ancêtres. Puis quand on ne sait pas où ils sont, c'est difficile de le faire. Il manque quelque chose, il y a comme une espèce de trou béant de souffrance dans l'invisible. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est un peu comme ça pour Marguerite. Elle est quelque part, peut-être en Martinique, probablement en Martinique, probablement sous aucune inscription, peut-être dans une fosse commune. Puis ses ancêtres, ses descendants ont perdu, elle a été perdu trace, elle a été effacée quelque part de la mémoire collective, puis de la mémoire autant de son peuple que de la mémoire de la population du Canada français ou du Québec. On ne peut pas éviter les parallèles entre la fin de vie inconnue de Marguerite et celle de tous ces enfants disparus au pensionnat autochtone dont les ossements sont déterrés en ce moment. Les vérités qu'on voulait enterrer à tout jamais sont en train de remonter à la surface.
pour moi, une partie peut-être de la guérison dans ce cas-ci, c'est la vérité, hein. C'est l'éducation, c'est de connaître cette histoire, hein, puis de se souvenir de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, qu'on sache qu'au Québec, il y a eu des centaines et des centaines d'esclaves noirs, d'esclaves autochtones, dont les vies ont été arrachées à leur culture, à leur héritage, à leur famille, à leur communauté. Puis de savoir ça, puis de connaître un peu la vie de Marguerite, puis de savoir à quel point c'est une femme forte, une pionnière, une visionnaire qui a été capable d'utiliser un système de justice qui n'était pas le sien, dans une culture qui n'était pas la sienne, puis dans une langue qui n'était pas la sienne, puis qui a pu argumenter tout ça. Puis s'il y avait eu un tant peu soit de vraie justice, ben, elle aurait été une femme libre, puis peut-être qu'elle aurait créé un précédent, tu sais. Moi, je la vois un peu comme notre ancêtre activiste aussi, en tout cas, une d'entre elles. Un modèle, en tout cas, à beaucoup d'égards, hein, pour le courage qu'elle a eu de se battre contre un système qui n'était pas le sien, dans une culture qui n'était pas la sienne. Elle a tout fait ce qu'elle a pu. Puis c'est un grand, grand, grand modèle de courage, puis d'intelligence, puis d'ingéniosité. Marguerite me permet d'effectuer une traversée à travers le temps et de faire des rencontres inspirantes. Sa mémoire est bel et bien vivante et son combat continue d'inspirer des femmes et des hommes encore aujourd'hui. Il y a le bruit des vagues plein les oreilles quand on fait face au soleil. Il y a les îles comme des morceaux de terre libres qui ne s'appartiennent qu'à elles-mêmes. Il y a les champs qu'on attrape et qui nettoient comme le courant du fleuve. Il y a l'horizon qui disparaît quand le bleu du ciel et le bleu de la mer se mêlent et qu'il n'y a plus de frontières. Il y a cet ailleurs à bout portant comme une promesse de l'étreinte dont sans cesse on rêve. Il y a les silences qui résonnent et la voix qui vibre jusque dans l'invisible. Il y a la poussière de chair à retirer amoureusement des ossements pour raconter la mémoire des ancêtres. Il y a la parole pour dire et pour nommer, et plus que tout pour chanter l'amour des morts, du lichen et de l'odeur de la marée. Ne jamais oublier, les morts aiment nous entendre chanter. Marguerite la Traversée est un projet de production Onishka et de Transistor Media. Vous avez entendu les témoignages de Ali Ndiaye alias Webster, Annick Sioui, Brett Rushforth, Bridget Perrier, Dana Danger, Dominique Cyril, Dominique Deslandres, Gilbert Pagot, Jacques Vien, Jessica Quijano, Médéric Sioui, Michel Obomsawin, Philippe Némé-Nombré, Serge Billet, Signa Dawn Shanks et une femme Inuk. Conception, texte et narration, Émilie Monet. Musique, Laura Ortman. Narration homme, Mani Soleiman-Lou. Conception sonore, Alexis Elina. Réalisation sonore, Julien Morissette. Visuel, Simon Guibord. Montage et mixage, François Larivière. Prise de son supplémentaire, Simon Riverain, Greg Hill. Assistance à la scénarisation,
Laetitia Torgo. Production, Laetitia Torgo et Stéphanie Lorrain. Direction administrative, gestion du Mont-Saint-Pierre. Un merci tout spécial à Marie-Lou Craft pour son regard éclairé. Pour plus d'informations, onishka.org.